Maintenant, on va finir avec cette troisième session consacrée aux technologies et les résistances et les technologies, avec une information vraiment des gros groupes par Ulrich Aivodi, Mina Alfari, Megan Abange, Jean-Frédéric Labranche, Richard Solanki, Elliot Krieger, Morgan Geli et Annie Cullen sans façon. Mais ce n'est pas tout le monde qui va présenter, donc j'invite les personnes qui doivent venir présenter à se présenter. Et alors, c'est Mina Alfari qui est étudiante de l'ESS en travail social à l'Université de Montréal. Elle a complété un bac en psychologie pour sa recherche porte sur les actions collectives algorithmiques et les pédagogies. Et Megana Baj, qui est étudiante à la maîtrise en ingénierie de technologie de l'information ici à l'ETS, et chercheuse à la maîtrise à MILA, l'Institut québécois d'intelligence artificielle. Ses recherches portent sur les technologies de préservation de la vie privée et les actions collectives algorithmiques, et je vous laisse sans plus tarder la parole. Après, nous avons envie de la présentation. Bonjour. Nous, notre projet porte sur les actions collectives algorithmiques et comment elles peuvent contribuer à une gouvernance pour l'intelligence artificielle plus participative. Mais avant d'expliquer ce qu'on veut dire par les concepts d'action collective algorithmique et de gouvernance participative, on peut commencer par explorer le problème que les actions collectives algorithmiques cherchent à résoudre. Et ce problème, c'est les préjudices algorithmiques. Donc, quand on parle d'algorithmes, ce n'est pas seulement des mathématiques et du code. Les algorithmes sont conçus par les personnes et elles sont basées ou entraînées à partir de nos données de la vie réelle. Donc, les biais, les préjudices qui existent dans la société sont reproduits, voire amplifiés par les systèmes d'intelligence artificielle. Et c'est ce qu'on appelle les biais algorithmiques. Alors que les biais algorithmiques sont la cause, ce qui en découle, donc la conséquence réelle, ce sont les préjudices algorithmiques. Je pense que ça. Comment on change de diapo? Non, vous avez. Ah, qu'est-ce que vous avez fait? En bas. En bas. J'ai pas essayé en bas, j'ai. Donc, ainsi, les préjudices algorithmiques font référence aux résultats injustes ou dommageables auxquels les individus sont confrontés lorsque des décisions biaisées sont prises par ces systèmes d'intelligence artificielle. Et ça amène à beaucoup de conséquences, dont un approfondissement des inégalités existantes dans la société et le renforcement des préjudices sociaux. Et Shelby et Al ont identifié au moins 5 types de préjudices algorithmiques qu'il faudrait s'intéresser. Donc, moi, je vais vous les présenter chacun rapidement à travers un exemple. Donc, premièrement, il y a les préjudices de représentation. Ça se produit lorsque certains groupes sont invisibilisés, soit à travers une représentation erronée ou un manque de représentation dans les données des systèmes d'intelligence artificielle. Un exemple serait en 2015, lorsque Google Photos a étiqueté des personnes noires dans des résultats de recherche d'images de gorilles. Et donc, cela a démontré qu'il y avait des préjudices importants dans les données d'entraînement utilisées par Google Photos. Par la suite, il y a les préjudices allocatifs. Ici, on parle des algorithmes qui ont distribué de façon injuste des ressources ou des opportunités. Un exemple, c'est la compagnie Amazon qui utilise des algorithmes de recrutement. Et ces algorithmes ont systématiquement classé de façon défavorable les candidatures de femmes et classé de façon favorable les candidatures masculines. Par la suite, il y a les préjudices liés à la qualité de service. Ici, on fait référence à la qualité de service reçu par personne. Un exemple, ça sera en 2018 où il y avait la désactivation de comptes Uber pour les chauffeurs transgenres parce que le système de reconnaissance faciale utilisé par Uber échouait de prendre en compte les changements associés avec la transition de genre chez les chauffeurs. Donc, le résultat concret, c'était une perte d'emploi pour cette communauté-là. Par la suite, il y a les préjudices interpersonnels.
Ici, on fait référence aux dommages en lien avec les relations humaines, donc à travers là, la création d'interactions biaisées ou trompeuses. Un exemple, ce sera en 2020, où il y avait les bots de Twitter qui ont propagé de la désinformation par rapport à la pandémie de la COVID-19. Et en fait, ça a créé à perturber les échanges entre les personnes et à amener plus de désinformation par rapport à la COVID-19. Et pour finir, il y a les préjudices sociétaux. Et ici, on fait référence aux préjudices qui font en lien avec la sphère publique de façon globale. On peut reprendre l'exemple des bots de Twitter parce que non seulement ça a amené, ça a affecté les interactions entre les individus, mais ça a amené à une polarisation par rapport à la pandémie et à la COVID-19. Ainsi, reconnaître ces biais est essentiel pour une meilleure compréhension des algorithmes et comment ils affectent les personnes, mais aussi les communautés. Et donc, la question peut venir, quoi faire lorsqu'on fait face à ces préjudices algorithmiques? Donc, nous, là, on a trouvé qu'il y avait quelques recours, incluant le recours juridique et la fonction publique. En ce qui concerne le recours juridique, ça comprend souvent plusieurs difficultés, dont le fardeau de prouver la discrimination sans avoir un accès approfondi des algorithmes et des systèmes. Souvent, les compagnies protègent les algorithmes qui utilisent et leur rendent pas accessibles. Mais aussi le fait que le fardeau de la preuve tombe souvent sur la victime aussi. Il y a aussi il y a aussi la longueur des processus juridiques, le coût aussi important qui peut être associé, et aussi l'absence de cadre réglementaire précis. Donc, un exemple concret, c'est récemment, il y avait un projet de loi, le C-27, qui visait une réglementation de l'intelligence artificielle, mais ça n'a jamais passé. Et à ce jour, au Canada, il n'y a pas de loi précisément par rapport à la réglementation de l'intelligence artificielle. Et par la suite, il y a la pression publique, puis ça permet, là, à travers de l'indignation publique et des couvertures médiatiques, d'amener une pression sur les compagnies pour rectifier certains biais. Mais ce qu'on a trouvé, c'est que le problème avec la pression publique, c'est que compter sur la bonne volonté des entreprises pour corriger les biais, sans nécessairement qu'il y ait d'obligation légale, ça amène au fait que les compagnies vont recourir à des tactiques qu'on appelle de washing. Et là, désolée. Par manque de temps, je vais passer rapidement à travers. Nous, on a identifié 3 types principaux. Mais en fait, les techniques de washing font référence au fait que les compagnies vont utiliser des stratégies, que ce soit par exemple de mettre en place des comités, des audits, de créer des échelles de mesure pour donner l'apparence d'une pratique soit éthique, d'équité ou une pratique qui promouvoit la vie privée, mais sans nécessairement amener cette équité-là, cette vie privée-là, et souvent en continuant à balancer une quantité importante de données. Donc, voilà. Et donc, ça m'amène à mon question. Qu'est-ce qu'on peut faire face à tout ça? Et nous, notre solution, c'est de féliciter. Donc, voilà. Je vais passer la parole à Mégana qui va continuer en nous présentant comment on peut faire de la résistance algorithmique à travers l'action collective. Jusqu'à maintenant, on parlait des limites des règlements ou des solutions internes faites par les entreprises. La réalité, c'est que ces résolutions arrivent trop tard. Les personnes touchées par les systèmes algorithmiques continuent de subir des effets négatifs pendant qu'on prend des décisions. Mais quand il y a une réponse rapide, il y a le risque que la compagnie fasse fair washing ou edit washing. Pour ces raisons, la méthode comme le response from below pour nous aider. Elle permet aux gens de participer dans le processus de décision fait par les algorithmes et de corriger les préjudices algorithmiques. La taxonomie response from below propose dans la recherche 3 stratégies interconnectées. Partager, c'est son tactique individuelle pour réduire les dommages, comme bloquer du contenu ou changer son comportement pour éviter surveillance. Pression, sa réaction pour pousser
ceux qui ont pouvoir agir, comme lancer des poursuites ou des compagnies virales pour obliger les institutions à répondre. Renforcer ces réponses aide les gens à se grouper pour partager des connaissances, documenter les problèmes et créer des systèmes alternatifs de soutien et responsabilité. L'une des principales raisons pour laquelle les réponses from below sont possibles est parce que les personnes contribuent aux données sur lesquelles ces systèmes sont fondés. Les gens n'ont pas de pouvoir sur comment les algorithmes sont conçus, mais ils ont le contrôle sur les données qu'ils choisissent de fournir. Le concept de data leverage identifie trois niveaux principaux: data strike, data poisoning, versus data contribution. Data strike choisit de ne pas fournir de données, c'est-à-dire les gens pour se déconnecter ou refuser d'interagir avec une plateforme. Data poisoning, se mettre intentionnellement des données incorrectes pour perturber le système. Par exemple, les gens pour aimer du contenu non pertinent pour confuser les algorithmes de recommandation. Data contribution, CDC, contribuer des données pour soutenir des alternatives éthiques. Algorithm collective action, ceci un effort coordonné vise à modifier stratégiquement les données des gens afin d'influencer les résultats des systèmes algorithmiques. Par exemple, si plusieurs gens ajoutent le même emoji à leur CV, un modèle entraîné sur ces données pourrait à venir classer les CV contenant cet emoji the next time, like every time it sees that. Lorsque les gens agissent sans modifier leurs données, ne change pas le comportement du système. L'impact est statistiquement négligeable, mais lorsque les gens agissent ensemble, cela modifie le nombre de points donnés sur lesquels le modèle continue, ce qui transforme le comportement du système. Cela permet à des communautés marginales de changer le système, de le rendre plus équitable en y ajoutant des données plus représentatives. Leur action collective algorithmique démontre le pouvoir de la coordination. Les bots, technologies de résistance au système d'optimisation, fournissent les techniques nécessaires. Ces technologies permettent aux personnes affectées par des systèmes d'optimisation comme les algorithmes d'application d'Uber ou la reconnaissance faciale de résister et de corriger les préjudices directement, sans devoir attendre que la plateforme intervienne. Cela que rend les bots si importants, c'est que rejette la dépendance envers le fournisseur de services. Voici quelques exemples. Des chauffeurs Uber qui coordonnent pour y activer l'application en même temps afin de fournir l'application d'ailleurs. Ou encore les gens posent des lunettes ou des signes particuliers pour éviter d'être détectés par les systèmes de reconnaissance faciale. Les bots ne visent pas les sabotages, ils concernent la protection et l'autonomie. Voyons maintenant quelques exemples concrets de la type d'action. Premièrement, à deuxième, cette extension de navigateur clique automatiquement sur les publicités au arrière-plan pour polier les profils des données construits par les lanceurs.
Cela aide de résister à la surveillance en ligne et la publicité ciblée en submergeant le système de données inutiles. L'outil est efficace lorsque beaucoup de gens l'utilisent en même temps. Ensuite, Nightshade, développé pour les artistes, cet outil modifie les offres numériques d'une manière invisible pour l'humain, mais important pour les modèles d'intelligence artificielle. Et un autre exemple, le livreur de dodage a lancé en campagne déclinant. Ils se sont coordonnés pour refuser collectivement les offres de livraison pour livrer. Sache que l'algorithme de dodage réagit en augmentant l'élimination de place. En comprenant comment l'algorithme fonctionne, les travailleurs ont pu modifier le système afin d'augmenter leur revenu. C'est une forme de résistance algorithmique simplifiée. Lorsque plusieurs le font en même temps, cela modifie le comportement du système. Je vais juste rajouter quelques points. En fait, pour mieux adresser les biais algorithmiques, c'est important de comprendre qu'ils ne touchent pas tout le monde de la même façon. Les personnes racisées, les minorités dont la communauté LGBTQ+, sont statistiquement plus exposées aux biais algorithmiques. Et face à cette réalité, le fait de développer des outils adaptés pour ces communautés devient pertinent. Mais pour pouvoir résister, la première étape, c'est la connaissance. Et sans une compréhension de la façon dont fonctionnent ces systèmes d'intelligence artificielle, les usagers ne pourraient pas identifier ces injustices et revendiquer pour des changements. Et le paradoxe dans tout ça, c'est que ces mêmes plateformes qui peuvent nuire à ces communautés servent aussi de lieu de soutien, d'affirmation identitaire. Et donc, dans un contexte sociopolitique avec une grande saturation de désinformation, ces espaces deviennent à la fois des boucliers, donc des safe spaces, mais aussi des espaces qui peuvent donner place à la vulnérabilisation. D'où l'enjeu d'élaborer des ressources pédagogiques accessibles afin que les populations les plus touchées puissent non seulement se protéger, mais aussi participer activement à la gouvernance des technologies d'intelligence artificielle. Donc, ça m'amène à notre projet de recherche. En fait, nous, l'objectif principal, c'est d'explorer comment les pods et les pédagogies critiques peuvent permettre aux personnes affectées par l'IA de reprendre du pouvoir et de participer activement dans la gouvernance. Nous, notre population cible, c'est les populations LGBTQ+. Et en fait, présentement, on est en train de travailler sur un questionnaire qui vise à nous informer par rapport à cette population-là, puis leur connaissance par rapport aux biais algorithmiques, puis aussi d'explorer s'il y a déjà des formes d'action collective qui sont utilisées et tout. Donc, le but, c'est vraiment de s'informer par rapport à la situation actuelle et les manques pour pouvoir mettre en place, là, dans une future étape, de développer un outil pratique qu'on pourrait rendre accessible. Donc, le but, c'est vraiment de partir de la communauté pour créer plus de savoir. Donc, voilà!